Bienvenue pour cette dernière conférence, et oui déjà, dernière conférence de cette nouvelle édition de Virtua Livre. Aujourd'hui le thème, comment bien écrire ses personnages. Donc cette fois-ci, 3 personnes avec nous pour en parler. Pour en parler, nous serons en présence de Christopher Evrard, qui revient en galop. Ça fait la 3e fois. Et il y a également Shikimi et Yaluciol. Donc, bonjour à vous. Est-ce que vous... Alors, vous voyez pas, ils sont en train de faire des gestes des mains parce que Oui, pour la première fois, on va essayer de faire ça en visu. Moi, je suis pas à l'aise avec ça, mais bon, on va essayer. Sachant que si vous écoutez la rediffusion, vous ne verrez pas le visuel. Donc, désolé à vous, mais voilà. C'est exclusif. Vous aurez l'occasion de voir des conneries que vous ne verrez pas ailleurs. Donc, la prochaine fois, venez voir les conférences par vous-même et vous pourrez peut-être voir les visus si ça marche en tout cas. Donc, voilà. Donc, est-ce que vous voulez vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas? Oui. Non. Attends 2 secondes. Marina, est-ce que tu pourrais couper ton micro, s'il te plaît? Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez y aller. On est la team Luciole. Moi, je suis chez Kimi. Je suis illustratrice indépendante depuis quelques mois. Je fais un peu tout. Je fais de l'illustration pop culture, des créatrices touche à tout, telles que de la pyrogravure, etc. Et récemment, avec mon conjoint, on est en train de préparer un petit projet de roman illustré qui s'appelle Les Chroniques de Lumeria. Donc, c'est lui qui s'occupe de l'écrit. En fait, voilà, moi, j'ai toujours aimé l'écriture, donc j'ai jamais vraiment fait de projet professionnel, mais j'ai créé pas mal de fanfiction à l'époque. J'ai participé à des concours de nouvelles et tout ça. Et du coup, sachant que ma femme s'est mise à faire des illustrations dans un cadre vraiment professionnel, je me suis dit, tiens, c'est le moment de m'y remettre et d'écrire un roman, parce que j'ai toujours voulu écrire un roman qui soit illustré un peu comme un manga avec des illustrations qui soient assez dynamiques. Et du coup, voilà, il y a quelque chose à faire, quoi. Voilà, donc on a ce petit projet-là qui construit petit à petit. Voilà. D'accord. Voilà. Et du coup, toi, Christopher, parce que t'as beau être un habitué, il faut te présenter pour les néophytes. Donc moi c'est Christopher, j'habite en Belgique et j'écris des romans de dark fantasy. C'est la saga des royaumes démoniaques, dont je vais remettre les visuels pour ceux qui n'avaient pas encore eu l'occasion de voir ma sale tronche. Donc j'ai mis les 2 couvertures, elles sont en train de charger. Donc c'est une saga de dark fantasy. Et voilà, on est vraiment sur un registre mature. Si vous connaissez par exemple les mangas Berserk, Attack on Titan, ce genre de choses, on est dans ce registre-là. Ou alors la saga du sorceleur, un peu de Game of Thrones, il y en a quelques-uns qui ont comparé ça à cette série. Voilà, on est vraiment sur un registre assez adulte et mature. Donc voilà, ça c'est ma saga. Il y a 2 tomes qui sont sortis. Le 3e devrait sortir, normalement, se passe bien, en décembre. Ah, il y a un écho. Merci beaucoup. Je la mute de mon côté au cas où. Donc oui, le tome 3 sort en décembre. Il y a déjà 2 tomes qui sont sortis, même si j'ai eu un petit couac avec le tome 2. Il a dû partir en petite révision temporairement. Mais voilà, et pour cette saga, il me faudra entre 6 et 9 tomes. Et normalement, j'écrirai dessus toute ma vie avec des one-shots entre certains des tomes. Et une fois que cette saga-là sera terminée, je ferai une autre saga toujours sur cet univers-là. Donc c'est vraiment un gros truc bien massif. D'accord. Première question que j'aimerais poser, toute simple, hein, enfin toute simple, quand même pas, mais bref. La première question que j'aimerais poser, c'est quelles sont les bases pour écrire un personnage? Juste les bases. L'honneur aux dames. Moi, je peux en parler que graphiquement. C'est un bon début déjà. Déjà, oui, c'est un bon début. L'apparence du personnage. L'apparence du personnage, pour moi... Et on mettra des visuels dans le petit tag visuel, donc n'hésitez pas à aller voir, au-delà de juste la cam avec nos conneries. Dont Shikimi qui se balance en mode je sais pas quoi, dit... J'aime bien me balancer en fait avec mon fauteuil. Donc voilà, on mettra des images tout le long de la conférence, donc n'hésitez pas à aller taper un Tant que tu fais que te balancer et que tu n'es pas une balance, ça nous va très bien. Oh, super. On donnera ton adresse, fais gaffe. Ah, merde. Bon. Donc ouais, vas-y Shikimi pour parler un peu de Chara Design. Chara Design, alors pour
pour ma part, c'est vraiment par rapport avec les expériences, il faut vraiment être en accord avec l'auteur. Voir, quand tu es pour quelqu'un. Ouais, quand tu fais pour quelqu'un ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est au niveau du physique, voir au niveau des signes distinctifs, s'il a des cicatrices, qu'est-ce qu'il a eu comme histoire et tout ça. Et aussi au niveau des codes couleurs. Dans les codes couleurs, par exemple, on voit surtout au niveau des Sentai. Je vais vous montrer. Suivant les couleurs, ça implique C'est ça. Je vais que vous le montrer. personnage a tel ou tel caractère. Oui, c'est ça. Au niveau, par exemple, des Power Rangers, on voit principalement, par exemple, les Sentai, c'est quelques sortes de Power Rangers. Par exemple, on voit souvent le rouge qui est un peu le leader, les filles qui sont généralement de couleur rose, jaune. Donc voilà. Et puis surtout la fille la plus, genre, pas sexy, mais la plus Girly. Girly, voilà, oui. c'est vraiment celle en rose, c'est elle qui va C'est être ça. le côté je suis une fille. C'est que ça. la jeune sera plus je suis garçon manqué. Les filles. Et alors Voilà, aussi, il y avait un autre truc qu'on avait parlé, c'était les signes distinctifs. Et moi, j'avais pensé, par exemple, aux personnages de South Park. Même si c'est très subtil, voilà, on peut tout de suite les reconnaître. Cartman, c'est le gros, voilà, Kenny, c'est le manteau orange et tout ça. Donc, il y a déjà au niveau du code couleur, il y a des codes, comme ça s'appelle, qui sont assez clichés, mais c'est du classique, c'est du l'inévitable en fait. Et de toute façon, pour faire un bon personnage, il faut à un moment donner des signes distinctifs. Ouais. Pour en effet reconnaître en disant voilà, celui-là c'est le héros, celui-là c'est le personnage secondaire, etc. Quoi, sinon, pour pas se confondre. Quoi. Il y a un moment, je discutais avec quelqu'un qui avait un enfant qui avait à sa possession des jouets Cars. Et je lui dis, c'est quand même assez dingue qu'il y ait tous ces produits dérivés de ce film, alors qu'il n'est pas aussi, il n'est pas il est pas meilleur qu'un autre ou pas plus populaire qu'un autre. Et il m'a dit, mais c'est à cause c'est parce que c'est super vendeur. Car c'est quoi? C'est une voiture. Une voiture comment? Rouge. Comme ça. Est-ce que du coup, un signe distinctif vraiment précis, ça peut être aussi efficace au niveau, ça peut faire toute la différence comme il l'a précisé? Moi, je pense, oui. Ouais. Surtout quand tu as sur une méga licence, si tu arrives à attirer les gens ou à bien faire le marketing de ta licence ou de ta marque dans l'ensemble, c'est obligé. Je veux dire, le premier à avoir compris ça, c'est George Lucas. Et bon, même si c'est vrai que c'était pas super méga diversifié ou que c'était pas aussi grand que ça n'est aujourd'hui, les principaux revenus qu'avait Star Wars à l'époque, c'était les jouets. Il y avait Yoda, il y avait Luke, il y avait Obi-Wan, il y avait Dark Vador, et ils étaient tous plus ou moins différents. Ils avaient tous au moins quelque chose de spécial. Déjà, rien que par les couleurs des sabres laser. Luke bleu, Dark Vador, c'était sabre rouge. Ça aussi, on revient encore au code couleur, quoi. À l'époque, je crois même que George Lucas avait voulu toucher uniquement les sous des produits dérivés. Oui, yes, c'est exact. Parce qu'il avait compris à l'époque que c'est là qu'étaient les sous. Du coup, donc par le dessin, c'est les signes distinctifs, et par l'écrit, justement. Du coup, je me tourne vers vous, il y a Christophe. Je vais commencer. Par l'écrit, c'est un peu plus délicat parce que c'est pas aussi facile que faire avec les images. Comme on le dit souvent, une image, ça vaut 1000 mots. Enfin, ça vient de l'anglais, c'est a picture is worth 1000 words. Tu dois déjà avoir le personnage dans ta tête et bien le construire, bien le penser, que ce soit au niveau de son vécu ou au niveau de son apparence ou au niveau de son caractère, au niveau de ses actes. Tu peux par exemple faire un personnage qui a des tics. Je pense notamment à des personnages comme Monk par exemple. C'est une très très vieille série. J'ai pas prévu de visuel de ça, mais je vais en trouver. Parce que moi, je sais pas. Et en fait, Monk, c'est un mec déjà qui était autiste Asperger, mais aussi c'était quelqu'un qui avait des tics tout le temps. Et du coup, créer un bon personnage, ça peut simplement passer par là. On n'est pas obligé de passer par un truc de fantasy super atroce, gore et machin. Non, ça peut être juste créer un personnage qui a un vécu, qui a une personnalité, qui a
quelque chose de spécifique bien à lui et développer autour de ça en lui donnant une identité. C'est ça, moi, que je reproche le plus, c'est qu'il faut donner du corps à ce personnage. Il faut qu'on puisse savoir quel est son vécu, qu'est-ce qu'il pense, quels sont ses ressentis, à quoi ça ressemble un peu sa vie de tous les jours, quels sont ses plats préférés, est-ce qu'il a des expressions de langage ou des mots qu'il utilise plus que d'autres, etc. Développer un personnage, c'est Faire lui une Amélie donner vie. Poulain, en quelque sorte. Je sais pas, mais c'est lui donner vie en tant que tel. C'est vraiment, surtout par l'écrit, c'est ça qui est compliqué, contrairement à un visuel où là tu peux véhiculer beaucoup plus d'idées par une image que par une page de texte. Tu dois vraiment penser à tout. Mais quand je dis à tout, c'est à tout. Limite, tu dois connaître sa taille de godasse. Après, pour Monk, il me semble que, parce que Monk c'était aussi une série que je regardais, mais il me semble que l'autisme, qu'il n'est pas réellement autiste, c'est plus qu'il est monomaniaque. En tout cas, c'est comme ça que l'a défini le créateur. Ça, c'est possible, ça, je peux pas confirmer, mais c'est quelque chose qui a été très souvent cité comme exemple de truc autistique. Il faut savoir aussi que Monk, c'est un peu vieux déjà, mine de rien. Et donc voilà, peut-être que le mec, il parlait de ça sans le savoir. Maintenant, l'affirmer, peut-être que c'est une erreur de ma part, j'aurais peut-être pas dû dire ça, mais toujours est-il que c'est vrai qu'il a beaucoup de choses qui vont là-dedans, c'est-à-dire que Il a des troubles. difficultés sociales, il est très maniéré, il supporte pas tout ce que, par exemple, prendre les mêmes couverts qu'une autre personne, c'est miette, enfin voilà, et voilà, c'est beaucoup la peur des bactéries. ouais, vas-y, parle un peu, Matt. C'est dû aussi. Efficace, oui. C'est dû aussi, il a attrapé ce genre de manie à cause d'un traumatisme, la mort de sa femme. Excusez-moi pour le spoil. Ouais, non, bien sûr, mais c'est donc ça, c'est parce que c'est vrai que même les créateurs, ils le définissaient comme quelqu'un de monomaniaque à cause de cette troublé, mais pas forcément d'Asperger. En tout cas, à cause de vous m'apprenez quelque chose, alors j'ai dit une bêtise. Oui, je pense pas qu'il est pratiquement tous côté, qu'on l'ait décrit comme Asperger, mais c'est vrai que ouais, il est défini par le fait qu'il a des TOC et que il a subi en plus un traumatisme à un moment donné qui a fait qu'il est retombé encore plus dans il commençait à s'en sortir quand il était un peu jeune, quand il est sorti de la fac, et puis il est retombé dedans à fond, et maintenant il n'arrive même plus à avoir une vie professionnelle, parce que rien que passer un examen, c'est dur, parce qu'il faut absolument qu'il remplisse les cases du test au pixel près, machin, ouais. et ça, c'est un bon exemple de comment créer un personnage, pour moi en tout cas. J'ai vu que 2 ou 3 épisodes, j'ai pas regardé plus que ça, je trouvais ça sympa, mais c'est pas mon style. Mais c'est vrai que j'ai bien aimé, parce que tout de suite, quand t'as Monk qui débarque, il crève l'écran, quoi. Je veux dire, tu n'as Dieu que pour lui, et t'as envie de savoir comment il fait, la relation qu'il a avec sa collègue ou ses collègues, il y a pas qu'une seule personne avec laquelle il bosse. Il y a 3 avant. Il y a son collègue dans la police, et puis surtout, il y a le fait qu'il y a toujours une dame, il y a toujours quelqu'un, un personnage féminin qui l'accompagne pour l'aider dans le quotidien. Et oui, la relation qu'il a avec, c'est assez intéressant. Du coup, pour recentrer un peu sur le sujet, il y a. Est-ce que tu voudrais compléter ce qu'a dit Evrard, ou juste approuver ce qu'il a dit? Par rapport au fait de créer. Oui, enfin, Christophe, bref. Non, Christopher, merde. Tu peux m'appeler King, prénom Stéphane. Fille, hein. En fait, oui, c'est vrai que déjà créer un personnage, pour moi, c'est vrai que c'est pareil, il ne faut pas qu'il soit trop pas qu'il soit interchangeable, il faut qu'il ait une personnalité, c'est important. Et pour moi, il y a aussi une part importante de contexte, savoir pourquoi tu le crées. Si ton perso est censé être tout seul, ou s'il est dans une dynamique de groupe, parce que du coup, quand tu crées un groupe de persos, tu auras peut-être, par exemple, quand on voit South Park ou les Sentai, ils ont tous un caractère bien précis. Parfois, ils sont même hyper, comment dire, dispatchés, quoi. Ouais, mais je veux dire, un perso a un truc à lui. J'ai mis un visuel qu'on avait discuté à ce sujet, Mathieu, c'était les Totally Spies. Un vieux dessin animé. Ouais. Non, mais c'est vrai que même si c'est un truc un peu pour enfants et un peu basique et simpliste, les 3 gonzesses ont une personnalité bien spécifique. Justement, je trouve que elles sont censées avoir une personnalité bien spécifique. On sent qu'il y en a une, elle est un peu intello, l'autre elle est un peu ci, un peu ça.
Mais je trouve justement que à ce niveau-là, ça reste assez basique et qu'au final, elles sont toutes les trois, elles sont fans de shopping. Toutes les trois, elles ont des gadgets, mais vu qu'elles en changent à tous les épisodes, au final, elles ont tout. J'ai l'impression que Martin Mystère du même, du même studio était un peu plus fourni niveau développement de personnages. Ouais. Moi pour l'époque, en tout cas, je trouvais que c'était pas mal parce qu'on voyait quand même que les gonzesses, même si elles avaient des intérêts similaires, on pouvait quand même identifier leur personnalité propre à chacune. Il y en a une qui avait vraiment le cœur d'artichaut, il y en a une qui était un petit peu plus bagarreuse et tout ça. Et donc, c'était pour l'idée que on peut faire des personnages quand même construits, même pour un public cible un petit peu plus jeune, on va dire, ou qui ne demande pas des choses extrêmement compliquées, construites, etc. Là, c'est juste du cartoon d'espionnage, quoi. L'idée que, parce que c'est des enfants, on peut faire de la merde, je trouve ça vraiment horrible, quoi. C'est vrai que t'as beaucoup de dessins animés qui partent dans des trucs hyper basiques en se disant, ouais, mais c'est pour les enfants, ça va, quoi. Alors Non, je suis d'accord, mais ça reste sympa, quoi. Ça reste un c'est vrai exemple que, quand même de potable. en vrai, Total Spies, c'est vrai que le genre en lui-même, espionnage façon James Bond, c'est déjà un genre qui est très kitsch et tu peux pas faire grand-chose avec, en fait, c'est vrai. Donc oui, c'est très basique, en fait, comme genre de scénario. Du coup, on en vient à la seconde question. Donc, on a pu déterminer un peu quelles sont les bases pour créer des personnages. Maintenant, comment développer ce dernier efficacement? Est-ce qu'il y a des outils spécifiques ou est-ce que c'est au feeling? Ah, Ça, je vous laisse la parole parce que j'avais un truc c'est pas dans mon truc. qui vient de Donjons et Dragons, justement, pour savoir comment ton perso réagit dans telle ou telle situation. Je te fais. Ah, ok. C'est le tableau, là. Hop. C'est la charte des alignements des persos, en fait. C'est genre, ton perso, bon, ça se voit pas trop, c'est un peu petit, je sais pas si on peut zoomer pour les gens qui regardent. Mais en gros, ton perso, il peut être. En fait, il peut avoir 9 alignements possibles, suivant qui se place plutôt du côté neutre, enfin vraiment le mec basique de base. Et après, soit il évolue, enfin, soit il est bon ou mauvais. Et après, dans le bon ou le mauvais, il peut être loyal ou chaotique. Et à partir de là, tu fais ton perso, tu peux en faire, par exemple, dans le côté mauvais, un loyal mauvais, ça sera un Dark Vador qui aura des idéaux, qui voudra. En fait, il fait le mal, mais parce qu'il a une idée en tête. Et dans l'inverse total, chaotique mauvais, tu prends le Joker, lui, il est là juste pour faire le mal autour de lui. Et voilà, c'est le mal incarné, il s'en fout, quoi. Il n'y a aucune raison. Ah, mais je crois qu'en plus, ton image a été utilisée pour des. Bah, voilà, la preuve, c'est que ça a été utilisé pour des mèmes internet. Ouais. Bah oui. Oui. Justement, je trouvais Après, que. le Joker, moi, tu vois, je l'aurais pas mis dans Chaotic Evil, tu vois, personnellement. Ah ouais. Moi, je l'aurais mis dans Chaotic Neutre. Parce qu'il a quand même une philosophie et qui est de déconstruire en fait le côté sérieux et le côté sacré de Batman en fait. Ah oui. De montrer un peu l'absurdité de sa lutte et tout ça, machin. Enfin, techniquement, enfin pour moi en tout cas, mais je suis pas un expert de Batman non plus. Il veut pas faire le mal. Il fait le mal parce qu'il s'est empêtré dans ses propres idées et ses problèmes mentaux. Mais il cherche pas à faire le mal en tant que tel. Pour moi, par exemple, un chaotique mauvais, ce serait plutôt Cthulhu, tu vois. Là, lui, c'est vraiment tout détruire. Ou les Daleks. Exterminate. Donc pour toi, ce tableau, c'est un outil essentiel pour bien développer le personnage qu'on a créé, c'est ça? Intéressant, si tu es un peu paumé dans ta façon de créer des persos, ouais, genre te référer à. Je trouve que c'est intéressant de se référer à des choses pour bien déjà placer des personnages existants et voir ton perso où il va se placer. Parce que c'est vrai que pour créer un personnage, tu vas le mettre dans des situations, tu vas le mettre dans une histoire et tu vas te dire, mais dans cette situation-là, mon perso, qu'est-ce qu'il fait, quoi? Et suivant sa personnalité, il va avoir des réactions différentes. Et vraiment, je trouve que c'est intéressant de se référer à ce genre de tableau. D'accord. Christopher, est-ce que tu as est-ce que toi quelles sont toi tes astuces pour bien développer un personnage?
Bah, déjà, moi, je fais pas du tout de tableau ou de quoi que ce soit. J'y vais vraiment au feeling. D'accord. Je trouve même personnellement que c'est un peu contre-indiqué de faire des tableaux, en fait. D'accord. Personnellement. Parce que tu peux pas. Il y a des personnages, des fois, qui vont évoluer. Des fois, c'est le principe des arcs narratifs. Par exemple, l'arc de rédemption, par exemple. Le cliché de l'arc de rédemption, bah, c'est un personnage méchant qui va évoluer. Un bon exemple, c'est Zuko dans Avatar Airbender. Au début, il chasse l'avatar. Et puis finalement, avec son grand-père, il va apprendre plein de choses et il va réaliser ce que fait son peuple, son père qui est le Fire Lord et tout ça. Et du coup, tu peux pas mettre un personnage dans une case. Enfin, moi, pour moi en tout cas, surtout en termes d'alignement moral et en termes psychologiques, parce que chaque être humain dans la réalité est unique, comme tout le monde. Du coup, en fait, personne ne l'est. Enfin, c'est un serpent qui se mord la queue, tu vois, au final, qu'est-ce que c'est être unique, etc. Mais au final, tu n'as pas de copier-coller de quelqu'un d'autre. Ça n'existe pas. Tu peux avoir des similitudes, mais tu seras toujours différent. Donc, les personnages de roman seront toujours différents. Et tu peux pas te référer à, oui, mais mon personnage, c'est un Dark Vador. Ben non, c'est pas un Dark Vador. Il y a des trucs similaires, mais ce sera jamais un Dark Vador. Dark Vador sera toujours Dark Vador et il y aura personne qui fera comme Dark Vador ou Anakin Skywalker, selon comment on veut l'appeler. Moi, je vais vraiment, vraiment au feeling, mais j'essaye de réfléchir à si on est dans un univers construit, surtout sur des sagas fantastiques comme moi je fais, mais c'est valable aussi pour des livres un peu plus one-shot ou des... Peu importe le style, ça peut être de la romance, ça peut être du policier, ça peut être du thriller, ça peut être ce qu'on veut. C'est à quoi ce personnage va servir pour l'œuvre dans son ensemble. Qu'est-ce qu'il va apporter? Est-ce qu'il va apporter peut-être une touche de tendresse alors que le livre est sombre, ou est-ce qu'il va offrir un petit peu de remue-ménage alors que tout est un petit peu rose et mignon, etc. Et le piège de ce genre de choses, quand on crée des personnages et quand on essaye de les intégrer dans une œuvre globale, c'est aussi de ne pas faire des personnages fonction. Il faut que les personnages soient organiques, il faut qu'ils aient quelque chose de propre, que ce soit pas juste je suis le vieux papy qui va te donner une épée et puis après tu ne me verras plus jamais. Faut faire attention à ça. Créer un personnage, moi honnêtement, c'est un peu facile, hein, mais faut juste y aller avec son feeling, avec son cœur, avec l'histoire que je veux raconter est la suivante. Et après seulement, tu vas essayer un petit peu, enfin, moi c'est comme ça que je vois les choses, de faire un peu de travail de charpente pour un peu, ok, c'est vrai que ce personnage-là, il sert peut-être pas à ce point-là, ou alors il sert à rien dans la scène, il n'apporte rien, ou alors ce combat-là qu'il y a entre deux personnages, peut-être que c'est un peu too much ou des choses comme ça. Je pense que quand on veut créer un personnage dans une œuvre, il faut surtout savoir ce que toi tu veux raconter comme histoire. D'accord. C'est un peu, encore une fois, un peu simple, mais voilà, faut y aller avec son cœur. Très bien. Je suis pas hippie. Donc on a vu du coup les bases, comment développer. Maintenant, j'aimerais aller à l'extrême opposé et vous demander quelles sont les pires erreurs à éviter lorsqu'on écrit un personnage. Quels sont les trucs vraiment à ne pas faire? On fait graphiquement ou... Les deux. T'as des idées, toi? Ouais, bah, j'ai qu'un seul mot à dire, Yu-Gi-Oh! Ah, Non, Moi, j'ai bien aimé, moi. non, c'est pour dire que, par exemple, des personnages vraiment style... ouais. Va chercher le perso principal dans Yu-Gi-Oh! Dans une foule de PNJ. C'est ça. Tu vois tout de suite, quoi. C'est vrai que c'est très kitsch, mais en même temps. Il y a Beyblade aussi dans le genre. Beyblade, ouais, Beyblade, aussi. ouais. Dans Avec ce genre de les mecs style. avec des coupes de cheveux improbables. Ah ouais, voilà, en Et fait... tout le monde est normal, mais t'as un mec au milieu d'une foule de 300 000 personnes et lui, ses cheveux. Après, Oui, c'est comme lui, ça. par exemple. Non, ça va encore. Ça, comparé à Beyblade et Yu-Gi-Oh, c'est encore acceptable. Mais après, c'est pareil, tu regardes des trucs comme, que ce soit Yu-Gi-Oh! Ou même pire, Jojo, genre, ça, Jojo Bizarre Adventure, les persos, ils ont tous un look, mais Ouais, mais Jojo, Ah, c'est volontaire aussi. Oui, mais c'est- voilà, c'est ça. le mec, il a voulu faire un truc complètement dingue et Il ça me semble passe, qu'à la quoi. base, Greg Araki, il était styliste.
Oui, en plus, c'est ça, il était styliste. Donc, ouais, toutes les poses de Jojo, en fait, c'est des poses de mode. C'est tout con, Ouais, quoi. mais c'est stylé. Enfin, moi, je trouve que c'est couillu. Enfin, et ça marche en plus. Enfin, je veux dire, Ouais. tu sais, comment boire du thé comme un homme. C'est trop bien, quoi. Tu vois le mec avec des biceps à l'Arnold Schwarzenegger, il est son thé. Enfin, c'est classe. Enfin, moi, je trouve que Moi, ça me fait rire. fallait oser faire ça. Et le pire, c'est que ça marche super bien. Enfin, autant on peut mimer comme des malades sur le fameux Dio, Jojo, enfin, non, Jotaro, je crois qu'il dit, ou je sais plus quoi. Jotaro. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est épique. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment Mm. stylé, quoi. Bah, Moi, je trouve ça cool, Jojo, Mais personnellement. dans, mais dans tous les cas, en fait, c'est l'excentricité, en fait. C'est ça que tu voulais dire, Shikimi. Ouais, c'est ça, parce que le truc, moi, Ouais, bien joué, Camille. le truc, moi je dis que tout dépend de l'univers où on est et aussi d'essayer de trouver le juste milieu. Faut, Ah ouais, c'est vrai que faut l'univers de pas que ça Jojo, soit il trop est... discret et trop. Ouais, c'est un truc qu'on vous avait prévu de parler, ça, je me permets de rappeler si vous oubliez Shiki et Monsieur de Shiki, c'est que les personnages évoluent et soient cohérents avec l'œuvre, en fait. Dans le cas de Jojo, dès le début, c'est instauré que c'est what the fuck. Surtout à partir de la saison 2. Voilà, Oui. c'est what the fuck, C'est c'est bizarre aventure, quoi. Genre, voilà, tout ça c'est colle, bizarre, avec bizarre. l'ensemble. Voilà. Mais c'est vrai que quand tu as des univers comme Yu-Gi-Oh, où je critique pas Yu-Gi-Oh, c'est juste que c'est un bon exemple pour ce dont je parle, tu as un paquet de gens normaux, et puis tu as une quinzaine de gens bizarres C'est ça. qui ont des On looks est d'accord. improbables, et tu es là, tu es. Ou alors Naruto, ou rien que au chara design d'un perso, enfin, on voit tous les persos ensemble, on voit leur chara design, on fait ok, on est sur une cour des miracles, Ouais, et puis et tranquille. Rien qu'au costume, moi je dis, par exemple Naruto, rien qu'au costume, les costumes sont, on voit des costumes neutres pour les gens normaux et les personnages soit secondaires, soit principaux, ils ont des costumes un peu excentriques, moi je trouve. il y a quelques Donc, exceptions, mais c'est vrai que tu as la tenue de Jonin classique là, avec la veste et tout ça. exactement. Mais il y en a quelques-uns qui gardent cette fameuse veste comme ça. Je crois de mémoire, tu avais Kakashi et tu avais Asuma notamment qui gardait cette tenue-là. Mm. Mais c'est vrai que c'est pas comme par exemple Tsunade, Orochimaru et Jiraiya qui ont leur truc bien à eux. Naruto, C'est ça. Sasuke, Sakura qui ont vraiment leur apparence et tout ça. Enfin, il y a bon après, faut aussi dire ce qu'il est, c'est que tu peux pas développer à fond chaque personnage. Tu vas Oui. forcément avoir là, il y a les persos, il y a Robert, il y a Jean-Kévin, le super magicien of Doom, et puis il y a 300 personnes à côté, des monsieur et madame tout le monde, qui ont un fils, fils tout le monde, fille tout le monde. Mais voilà, c'est, faut quand même penser, comme je disais, c'est la cohérence avec l'univers et comment l'univers va évoluer en même temps que les personnages, comment tu vas le découvrir, comment tu vas ouvrir les différentes portes de l'intrigue et de la psyché des personnages, découvrir le passé, etc. Et on s'était mis d'accord d'ailleurs à ce sujet, je ne sais pas si c'est vous qui avez l'image ou si c'est moi, c'était l'exemple d'Evangélion, où là c'était un cas un peu spécifique qui était vraiment très intéressant à aborder. On va prendre une image. Mais du coup, on n'a pas, du coup, physiquement, donc c'est l'excentricité qui est en totale dissonance avec l'œuvre, si je résume bien ce qu'avait dit Shikimi. C'est ça. Ouais. Mais du coup, au niveau visuel, d'accord, et niveau écrit, Ia et Chris, vous en pensez quoi? Des trucs à pas faire. Ouais, les pires, Raid les erreurs Star vraiment Wars. à éviter. Raid de Star Wars. Je mourrais là-dessus. Les Marissou, tu avais parlé. Tu avais parlé des Marissou. Vous avez parlé Oui. Voilà, des Marissou. Ah, c'est un truc. Vas-y. Les Marissou et les Garissou. D'accord. Bon, je pense que les auteurs de fanfic, vous. Ouais, mais c'est ça, c'est un truc de fanfiction. La Marissou. Ouais, mais non, ça rentre dans les œuvres. Non. Non, ce que je veux dire, c'est que les auteurs de fanfic, vous plus soit, quoi. Justement, le principe de la Marissou. Juste un truc, c'est il y a aussi, enfin, moi c'est les deux trucs vraiment qu'il faut pas faire, c'est Marissou ou Garissou et les personnages fonctions qui sont là juste pour remplir un rôle dans l'histoire. Et c'est vrai que les nouveaux Star Wars sont pour moi un excellent contre-exemple. Et vas-y, continue Mathieu. C'est intéressant d'ailleurs cette histoire. Enfin ouais, pour le coup des personnages fonctions, mais bon, c'est vrai que déjà pour les personnages fonctions, oui, le truc c'est que
Justement, dans les vieux Star Wars, chaque perso avait son rôle à jouer dans l'intrigue. Et comme tu disais, Rey, dans les nouveaux Star Wars, hein, elle fait tout, quoi. Genre, avant, tu avais un personnage qui pilote le vaisseau, tu en avais un qui avait le sabre laser, tu avais l'autre qui fait ça, il fait tout. Et là, Rey, elle fait tout en même temps, quoi. Ouais, mais après, les anciens Star Wars, même s'ils avaient, comme tu dis, leur fonction, il y avait le roublard, il y avait la princesse, il y avait ça, ils avaient quand même leur personnalité, leur histoire, enfin, tout avait été bien construit. C'était pas juste des personnages qui sont là pour faire avancer l'intrigue parce que ta gueule, c'est l'histoire. Non, mais c'est ça. Il y a quand même pas mal d'œuvres où c'est comme ça, que ce soit livres, jeux vidéo, manga, autres. Et c'est vrai que pour moi, vraiment, la nouvelle trilogie Star Wars, mais c'est. J'ai mal, c'est une catastrophe, c'est une honte. On parlait d'ailleurs, c'est un petit peu hors sujet, mais ça reste quand même dans le thème des personnages, etc. On parlait avec Lucas des nouveaux aliens. Où, bon, Lucas, je vois que tu es là. Moi, j'ai apprécié Prometheus, mais je reconnais qu'il y a des défauts. Par contre, Alien Covenant, c'est pas possible. C'est pas possible. Prometheus, je veux bien accepter de le défendre et de subir la colère des ultra fans. Mais Alien Covenant, non, je me range du côté de. C'est une catastrophe, ce film. Et là, tu as les personnages fonctions. Enfin, tu as Et en plus de ça, tu as les personnages fonctions, tu as les personnages débiles, tu as le scénario qui n'est pas cohérent, tu as les clichés de attention, il y a un signal, on va aller les voir. Alors qu'en fait, ils ont une mission où. Ah Ouais, je comprends. Je conseille d'ailleurs Pourquoi j'ai raison et vous avez tort de Durandal sur Alien Covenant qui est très très bien. Oui, et Durandal en général, je le recommande personnellement. Durandal est cool. Yes, pareil. Il y a un truc, ouais, en fait, je pense que ce que tu appelles personnage fonction, pour moi, c'est un personnage monochrome, quoi. Il a une fonction, mais il a que cette fonction, et au final, il sert à rien dans le truc. Monochrone. Monochrome dans le sens, Non, mais tu t'avais dit monochrome, donc c'est monochrone. Chrone. Ah bon. Chrone, ouais. En tout cas, il a qu'un aspect, quoi. Voilà. Il a qu'un aspect, voilà, il a une personnalité, il est là pour avoir un truc, et parce qu'un perso ait une fonction, genre, tu prends Han Solo, il sert juste à conduire le vaisseau, et au final, tu vois, il aura un rôle après dans l'intrigue, mais c'est vrai que même s'il sert que à ça, il a son vécu, il a sa personnalité, Oui. il interagit avec les autres persos, mais sa fonction, elle est bien établie, quoi. Mais voilà, le truc, c'est que s'il avait... Je vois ce que tu veux dire, que tu peux établir clairement une fonction d'un personnage et ça ne le rend pas forcément personnage-fonction comme on dit. Ça, je suis d'accord. Parce qu'après, tu as le coup du personnage qui fait tout, justement. Rey, elle fait tout. Elle se bat, elle se bat contre le méchant, elle conduit le vaisseau, et puis c'est elle... Elle fait le café, elle sert les gâteaux. Non, mais Rey, enfin, non, pour moi, honnêtement, si vous devez écrire des histoires, ne faites pas de Rey. Pitié, s'il vous plaît. Pas de personnage multifonction, mais pas de personnage monochrone non plus. Trouver un juste équilibre entre les deux. Il faut que le personnage ait son rôle à jouer et qu'il ait des défauts, parce que au moment s'il fait tout et qu'il réussit dans tout... merci Chikimi pour l'image. On revient à une Marissou, en fait. La Marissou, à la base, c'était dans le fandom, la communauté de Star Trek. Oui, c'est là que ça vient, le terme Marissou. C'est là que ça vient. Voilà, en fait, c'était une meuf qui s'appelait Paula Spice, qui en fait, elle a lu plein de fanfictions. Elle fait plus de recherches que moi. Elle a lu plein de fanfictions sur Star Trek. Et faut savoir que en fait, à l'époque, il y avait une espèce de schisme entre, d'un côté, la communauté de fans de science-fiction, qui faisait des trucs sur la science-fiction en général, et Star Trek, qui avait sa propre communauté à elle, et qui était plus dans la communauté de Star Trek, il y avait plus de filles et de femmes qui écrivaient, et de l'autre côté, c'était un peu plus un milieu masculin pour la science-fiction. Et le truc, c'est que Paula Smith, en lisant plein de fanfictions Star Trek, elle s'est rendue compte qu'il y avait toujours un perso qui revenait. C'était un perso féminin, à peu près 16 ans, tout le monde l'apprécie. Elle arrive sur l'Enterprise, parce qu'on est dans Star Trek, donc elle arrive dans l'équipage de Kirk.
Mais elle est déjà officier, elle a pas un rang de base, quoi. Donc elle a déjà un poste assez élevé et tout le monde l'apprécie. Et puis elle va finir par se sacrifier parce que c'est vraiment l'héroïne au cœur pur, voilà. Et c'est ça en fait. Et elle commence à se dire mais c'est moche. Et elle a écrit sa propre fanfiction en appelant un personnage comme ça Marissou. Donc elle a appelé son perso Marissou et elle a rempli tous les clichés qu'elle voyait dans toutes les fanfictions en disant ouais, ça c'est absolument tout ce que vous devez pas faire. Le lien, t'as trouvé? Parce que ça J'avais peut être trouvé intéressant. la fanfic en elle-même, elle est super courte. Et du coup, en voulant parodier, elle a créé un archétype. Et du coup, voilà, elle a parodié le truc et au final, elle s'est rendu compte que tout le monde parlait vu que les gens se sont dit, tiens, elle a raison, faut pas faire des Marissou. Bah voilà, Marissou, en fait, c'est devenu un adjectif, c'est devenu un nom commun, quoi. C'est devenu le truc à pas faire. D'accord. Moi, il y a un truc, Voilà. si jamais au niveau de création de personnages, il y a une scène qui me revient en tête, c'est de... Alors, si je ne me trompe pas, c'est la première saison de Westworld. J'ai pas vu les autres, donc voilà, je suis pas un expert dessus, mais je me souviens, il parle de faire une nouvelle attraction et il y a un mec qui est un peu un corporate, on va dire, donc un mec qui est vendu aux sponsors, etc., qui n'est pas le fondateur et tout ça, et donc c'est un petit jeune qui a des grandes ambitions, mais qui fait un peu n'importe quoi et qui est pas totalement dans la vision du créateur de Westworld. J'essaye de pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, parce que c'est une série que je peux recommander. Et à un moment, il dit, ouais, les gens, les visiteurs vont vivre ça, et puis une grande bataille avec les Indiens et les cow-boys et tout. Et puis tu as le personnage de Anthony Hopkins qui débarque, il dit rien pour commencer, et puis il pose une question, quelle est la taille de chaussure de ce personnage-là? Et le mec, il sait pas répondre. Et en fait, il explique que c'est bien ce que tu fais, c'est cool, les gens peuvent aimer, mais ça n'a pas de cœur, en fait. Ça n'a pas d'âme. J'ai beaucoup aimé ça parce que c'est vraiment comme ça qu'il faut créer, pour moi, les personnages. Il faut qu'ils aient une âme. Il faut qu'ils aient une personnalité. Il faut qu'ils aient une histoire. C'est pour ça que moi, je conseille vraiment aux gens qui veulent créer des personnages, essayez de penser à tout ce que votre personnage peut vivre, aimer, détester, avoir vécu, etc. Essayez vraiment d'imaginer que c'est une vraie personne, en fait, en face de vous et que vous devez essayer de faire connaissance avec et le retranscrire sous le papier ou dans un dessin. Mais c'est pour ça d'ailleurs que je parlais d'Amélie Poulain, parce que dans le film Amélie Poulain, il commence par une scène où en fait ils montrent un personnage et ils font un descriptif, des fois historique, ils disent qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il déteste. J'ai pas vu le film, j'avoue, donc. Mais du coup, en fait, faudrait faire une sorte d'Amélie Poulain, c'est-à-dire vraiment faudrait avoir dans sa tête un descriptif vraiment précis. D'ailleurs, à la preuve, je faisais beaucoup de formes RPG et à chaque fois, ils nous disaient faites une fiche de présentation de votre personnage. Ouais. Et en fait, on se rend compte que c'est pas seulement pour ceux qui veulent connaître le perso, c'est aussi pour nous, pour guise de repère. Mais dans les trucs de Cara Design, et ça c'est Shikimi qui pourra confirmer, c'est que souvent, notamment dans les jeux vidéo ou les bouquins ou les BD ou autres, tu as des sketchs de personnages où des fois ils sont en pose d'Abenchi, tu sais, les bras en T comme ça. Et voilà, tu essayes de voir à quoi il ressemble ton personnage sous toutes les coutures, tu essayes de voir différents vêtements, différents trucs. Voilà, c'est ça. Au niveau costume, au niveau visage, comment on doit le représenter, quoi. Ouais, et on peut voir avec différentes humeurs. Un visage voilà, qui représente toutes les émotions. Voilà, et aussi, il peut avoir aussi plusieurs essais. On peut faire un essai en disant ça fait des cheveux longs, des cheveux courts. Ouais, ou tatouage, pas tatouage, ou d'autres formes de tatouage. Genre, si tu fais un mec d'une tribu indienne, tu vois, il peut avoir un machin sur le visage, ou qui c'est juste l'épaule. Voilà. Mais c'est ça, c'est que tu dois vraiment, entre guillemets, rencontrer tes propres personnages et essayer de te dire, ouais, mais si j'étais à la place de ce mec, qu'est-ce que je ferais? Mais il faut que avant de te dire ça, faire tout le travail au préalable, d'essayer d'imaginer ton personnage. Dire, tiens, ce serait un gladiateur qui vient d'une arène. Ou alors, ah ben non, finalement, c'est juste une gonzesse. Voilà, elle est fleuriste. Elle vient d'une famille normale. Et puis un jour, il y a un événement qui se passe et ça percute tout dans sa vie. Et du coup, tu dois dealer, en fait, avec ce côté de personne qui a un vécu normal, qui n'a rien de particulier, qui est tout chamboulé.
et essayer de dire, ah ben, vu qu'elle, elle est quand même un petit peu croyante, elle pourrait accepter l'histoire qu'il y ait des fantômes, mais il y a sa famille, machin. Enfin, faut vraiment, penser à tout. Et personnellement, c'est un truc que je remarque un peu trop dans les œuvres. Alors, c'est un peu péjoratif, excusez-moi, mais j'ai envie de dire amateurs ou des jeunes auteurs ou des quoi ou qu'est-ce, c'est que ils ont pas assez pensé à tout. Tu connais pas ton personnage, tu lui fais vivre des trucs classiques ou c'est du vu, revu, ça me paraît, ça manque d'âme, ça manque de corps. C'est vraiment l'image que j'ai. Moi, j'ai l'impression que c'est un personnage creux, qu'il n'y a rien dedans, il n'y a pas de message, il raconte rien. C'est un truc que le chef Otaku disait beaucoup quand il parlait des mangas, et notamment quand Dragon Ball Super était encore sur les ondes, l'animé, hein, pas le manga papier. Il disait, ouais, mais c'est bien le tournoi du pouvoir, machin, le grosse baston finale, mais ce combat ne raconte rien. À quoi il sert? Qu'est-ce que ça raconte? Les tournois des débuts de Dragon Ball, ils racontaient tous une histoire. C'était, c'est le premier tournoi de vrais arts martiaux qu'ils font, et puis t'as le combat et tout ça, puis finalement Goku perd, et enfin, chaque événement de ton personnage, tu dois le penser et l'inclure dans une globalité. Mais il faut faire avant le travail de concept de personnage et bien le penser et bien le connaître au final, quelque part. Et le faire évoluer aussi, parce que avec les épreuves Oui. qu'il a passées, tout ça. Surtout si c'est une histoire qui se déroule sur beaucoup de temps. C'est ça. C'est ça. Oui, d'ailleurs, c'est notamment ce que tu peux faire ou pas faire. Le truc à éviter, en fait, c'est tu prends Dragon Ball, et puis après, tu prends Dragon Ball Super, et tu vois, en fait, D'accord. faut pas faire Dragon Ball Super. Il y a un truc qui était bien dans Dragon Ball Super, c'est l'arc Zamasu. Celui-là était bien. Mais c'est étonnant quand on sait que c'est le même auteur qui a fait les deux, quoi. C'est ça qui est. Oui. Ça, c'est. Ouais, je sais pas. Écoute, il était en train d'inspirer. Je sais pas vraiment si c'est Toriyama qui a fait. Il est censé superviser le truc, mais. Toriyama donne des directives et il donne son seal of approval ou pas, mais c'est Toyotaro qui fait tout globalement. Même le scénario, il me semblait que c'était Akira Toriyama. Akira Toriyama donne les instructions et il donne son veto et il accepte ou il refuse, mais c'est quelques lignes, quoi. D'accord. Globalement, il n'a plus grand chose à avoir là-dedans. Enfin, faut se dire aussi que le mec, ça fait genre 50 ans, quoi. Ça fait 50 ans, lui, qui vit Dragon Ball, quoi. Donc, à un moment, je peux comprendre que lui-même, il peut peut-être en avoir marre, quoi. Même à côté, une dessinatrice comme Rumiko, Ranma 2000 Yunayasha, bon, elle a fait le tour, quoi. Elle est passée à autre chose niveau manga, quoi. Mais un bon exemple, qu'on revient sur comment inclure un personnage dans une histoire globale, le faire évoluer, lui donner un passé, etc. Je reviens, c'est Zuko, quoi. Zuko de l'Avatar à Airbender, tu connais tout ce que tu as à connaître sur lui, tu connais son enfance, tu connais son rapport avec sa sœur, tu connais son rapport avec sa nation et son côté un peu fier, et puis au final, il change. Enfin, c'est le parcours du héros, mais c'est pas le héros. Et c'est beau de voir ça, de voir un personnage autant développé. Et il y a le même développement pour sa sœur Azula, qui elle, c'est une pute. Et c'est vraiment, non, mais c'est vrai, Azula, c'est une connasse. Enfin, mais c'est une connasse bien développée, c'est ça. Ouais, mais non, mais je veux dire, il est très bien développé, ce personnage. C'est juste que c'est la bad guy, c'est la méchante cruelle qui justement se moque de Zuko, l'insulte, le diminue, qui est la préférée du papa et tout. Mais justement, est-ce qu'un bon antagoniste, justement, c'est un antagoniste que tu détestes immédiatement et que tu adores détester? Non. Ah bon? Non, pas pour moi. D'accord. Tu as plusieurs styles d'antagonistes. Ouais, tu as plusieurs styles, mais c'est clairement pas nécessairement ça. Et je trouve honnêtement que les meilleurs méchants, les plus marquants, bon après chacun a ses préférences, mais c'est des méchants que tu peux te dire ouais, je peux comprendre. Un bon exemple, c'est le Joker. Notamment dans les films de Dark Knight, là il a été extrêmement développé, où tu as le Joker le récent, qui est pas mal aussi dans le genre. Après tu peux avoir des méchants basiques comme ceux de Dragon Ball qui quelque part c'est assez simple, mais vu l'univers de Dragon Ball c'est suffisant.
Au final, Dragon Ball, c'est pas de la grande philosophie non plus. Mais quand tu regardes Freezer, bah, tu as compris. Quand tu regardes Cell, tu as compris. Lui, c'est son délire de perfection. Et tu as encore en plus con avec Boo. LOL, c'est marrant de tout casser. Mais ça colle bien avec l'univers. C'est suffisant. Des fois, il faut laisser du mystère aussi quand tu crées des personnages. Tu n'es pas obligé de tout raconter. Tu Bien dois sûr. tout savoir. Ça, c'est clair. Il faut que tu saches quand même où tu vas. Même si tu peux petit à petit sur le tas trouver des idées. Enfin, comment ça s'appelle encore? C'est les deux types d'auteurs que George R.R. Martin disait. Tu as les architectes, c'est ceux qui prévoient tout 100% ils font que connecter les points. Et tu as les jardiniers, où eux, c'est ceux qui écrivent petit à petit et qui vont ah bah tiens, je vais me laisser porter par cette idée-là que j'ai. Et puis en fait, c'était pas du tout le projet de départ et tu te trouves avec un truc qui est très différent de ce que tu avais imaginé, mais tu te laisses emporter par ta propre écriture et tu trouves des idées en cours de route ou des inspirations. Tu te dis, tiens, j'avais prévu que celui-là, il meurt, mais si on le laissait vivre et tout, et puis tu te laisses porter. Et c'est ce que fait George R.R. Martin, d'ailleurs. Lui, il est plutôt jardinier, il disait. Est-ce que vous avez... Parce que la question suivante, c'était est-ce que vous avez un exemple de bon et de mauvais personnage, mais vous avez déjà répondu, du coup. Du coup, on va peut-être passer aux questions du public. Est-ce que l'un d'entre vous aurait une question? Si jamais j'ai un dernier petit truc à Vas-y. raconter, c'était pour les bons méchants. Alors, je vérifie que j'ai la bonne image, mais pour moi, c'est un très, très bon méchant. C'est, bon, pour ceux qui m'ont déjà vu dans les conférences, ils savent peut-être déjà anticiper ce que je vais dire, mais c'est Griffiths de Berserk. Bien, forcément. Ça, c'est un méchant qui déchire, quoi. Mais Parce c'est que, c'est vraiment un antagoniste de base, parce qu'il me semble qu'il était pote avec le héros, enfin de ce que j'ai compris du manga. on va pas spoiler, mais globalement, oui, c'était pas du tout censé être le méchant, mais tu vois quand même dès le début qu'au niveau philosophique, parce que là c'est vraiment philosophique, qu'il y a des choses qui posent question. Et Berserk, c'est très philosophique. C'est le concept de destin et le concept de la force de l'humanité, dans le sens qu'est-ce que quelqu'un est capable de faire pour se dépasser, pour atteindre ses objectifs. Et Griffiths, en fait, lui, bah, il choisit pas la facilité, mais il dit, bah, au final, voilà, on s'en fout du coup. C'est, je veux réussir mon projet, peu importe le prix. Et donc, il fait ce qu'il fait et voilà. Mais c'est un très bon exemple de méchant parce que tu apprends à le connaître et puis après, il se passe ce qui se passe. Et puis, tu te dis, ben, c'est un fils de pute. Et donc, voilà. Mais c'est un bon exemple pour moi de comment bien faire un méchant. Après, t'es pas obligé de faire ça. Tu peux prendre la route de Disney, qui fait très souvent ça. Jafar, c'est un méchant, parce que c'est un méchant, et puis c'est tout. Mais tu comprends quand même quelque part ses objectifs et pourquoi et machin et bidule. C'est très subtil. L'écriture de Disney est très très subtile. C'est simple, mais c'est subtil. Et tu peux faire un méchant, voilà, il est méchant parce que à gros je suis méchant. Mais si tu fais ça correctement et que tu poses quand même les enjeux, ça peut faire. D'accord. Voilà, c'était la petite note de fin pour moi. Très bien. À part si la team Luciole, vous avez quelque chose à rajouter, on passe aux questions du public. Ben, toi, t'as quelque chose à rajouter? Pas spécialement. Comment en termes de méchant C'est vrai que les méchants, tu peux faire un méchant vraiment full méchant et tu comprends. Enfin, genre, le mec est vraiment. Basique, quoi. Oui, voilà. Il est vraiment fait pour faire le mal. Tant qu'il est comme. C'est vrai que ça se voit pas mal dans les œuvres de Disney, c'est vraiment. Voilà. Le truc, c'est que tant qu'il est charismatique, c'est intéressant, quoi. Genre Robotnik dans Sonic, c'est encore pire. Genre, il est vraiment. Tu te demandes pourquoi il est méchant, même. Tu sais pas, tu comprends pas ses motivations. Mais juste, il crève l'écran. Quand il apparaît, t'es content de le voir, quoi. Bon, eh bien, on va passer tout de suite aux questions. J'ai rajouté un exemple. Question à l'écrit de Oriane, d'ailleurs. Ouais, j'ai vu. J'ai rajouté une image, c'est un bon méchant, un exemple de bon méchant. C'est le flic dans Léon, lui, c'est un très bon méchant qui d'ailleurs,
tu sais rien de ce mec en fait, mais il le joue tellement bien et l'écriture, même bon, elle est simple, mais elle est tellement bien foutue que, enfin, il fait flipper ce personnage. Enfin voilà, je conseille le film Léon si vous l'avez pas vu, excellent film. Donc, on en vient à la question de Oriane. Ouais. Vous avez parlé des bons méchants, mais que serait un bon gentil, un bon protagoniste? Vous voulez commencer, Chiki? T'as un truc à dire? Néographiquement, non. Non, en fait, le truc pour moi, un bon gentil, ça sera. Ça dépend de l'histoire que tu racontes, en fait. Ce qu'on se disait, c'est qu'est-ce que ça raconte? C'est vraiment. Pour moi, un bon gentil, c'est juste l'idée de. Comment dire? Est-ce que ses actions sont cohérentes par rapport à ce qu'il va vivre, par rapport à l'univers qu'il rencontre et est-ce qu'il est. Comment. C'est compliqué. Non, mais voilà, un bon gentil, c'est un personnage qu'on doit pas détester déjà, parce que voilà, t'es censé quand même un petit peu qu'il soit vivant, suivre quoi. son aventure. Tu peux jouer avec les codes, attention. Mais tu peux faire un gentil qui est gentil, détestable. mais qui est maladroit ou qui fait n'importe quoi. Ou Naruto, par exemple, au début, c'est une tête à claque. Vrai qu'il ait des défauts et qu'il soit un peu tête à claque, ouais. Mais C'est pas parfait, quoi. Faut pas non plus qu'il soit chiant au point où on se détache complètement et on se dise ouais non mais c'est bon quoi. Parce que ça arrive souvent les gens qui se disent bah moi j'ai pas regardé cette série parce que le personnage principal j'ai pas envie de le voir quoi. Genre Star Trek Discovery, je sais que j'ai beaucoup de mal, j'ai essayé de regarder un peu mais l'héroïne elle est ou comme on disait avec Rey dans Star Wars, c'est un peu le même truc quoi, c'est tu te dis tu vas suivre l'histoire d'une meuf qui est un peu tête à claque quoi. Il y avait justement, j'en discutais avec un moment une amie à moi qui parlait d'un dessin animé qu'elle avait adoré quand elle était jeune, qui s'appelait Danny le chat superstar, Cats Don't Dance en anglais. Et en fait, elle avait expliqué que le seul gros défaut de ce film d'animation, c'était le personnage principal fait tout dans le dessin animé super, l'antagoniste, l'animation, tout est super, sauf le protagoniste qui est creux et oubliable comme pas permis. Ça me dit quelque chose en plus. Moi aussi. Ouais, je pense que l'erreur, c'est de faire un personnage creux en personnage principal. Moi, personnellement, si je devais répondre, c'est d'abord qu'est-ce que tu entends par gentil? Parce que ça peut être un gentil personnage principal, un gentil secondaire, et puis tu as différents types de gentils, tu vois. Ça peut être un gentil qui n'est pas méchant, mais qui n'est pas forcément gentil. Là, on revient un petit peu au tableau qu'avait présenté Mathieu. Parce que chaque personnage doit avoir sa personnalité, doit avoir voilà son rôle à jouer, on va dire, dans l'histoire. Maintenant, moi, j'ai envie de dire, personnellement, moi, c'est pas des choses qui m'intéressent, savoir si le personnage est gentil ou méchant. Mon histoire à moi, dans les royaumes démoniaques, je construis pas du tout ça comme ça. C'est des personnages et plus ou moins tout est de moralité grise. Donc, je vais pas du tout dire « Ah, il me faut un gentil, ah, il me faut un méchant ». Non, il me faut des personnages. Après, vu que tu écris de la dark fantasy, est-ce que justement tu es obligé de faire des persos nuancés? Pas forcément. Mais c'est vrai que c'est fréquent, mais pas forcément. Ça, c'est un choix de l'auteur. Personnellement, moi, vraiment, ce que je pourrais recommander à toi, Oriane, c'est qu'est-ce que tu veux que ce personnage accomplisse et qu'est-ce que tu veux... à quoi tu veux que son histoire, encore une fois, dans l'ensemble, ressemble. Et à partir de là, tu dois un peu construire l'univers en accord et main dans la main avec le destin de ce personnage que tu veux qu'il ait vraiment un truc spécifique. Et c'est, comme je le disais au début, quand tu crées un personnage, moi, tu dois vraiment l'intégrer dans l'œuvre, dans l'ensemble. Tu ne peux pas juste dire, OK, je vais faire un univers fantasy, et puis là, il y a une licorne avec un chapeau qui fait des claquettes. Parce que ta gueule. Il faut qu'il y ait de la cohérence. Faut que c'est vraiment. Enfin, moi, c'est des mots que je répète souvent. Je suis désolé. C'est quelque chose qui manque énormément dans le personnage littéraire, artistique en général, etc. Et c'est pour moi ça ce qui différencie les gens qui
entre guillemets, ont de l'avenir et ceux qui, tu vas rester amateur, il faut que tu penses vraiment ton histoire dans l'ensemble. Il faut vraiment que tu saches où tu vas. Et beaucoup ne savent pas où ils vont. C'est ça. Enfin, c'est quelque part même, t'as pas forcément à savoir ce personnage-là sera gentil, ce personnage-là sera méchant. Tu crées ton histoire. Arrête de penser à des codes trop basiques, tu vois. Fais d'abord un personnage vivant. Et puis le reste, on verra après quand tu feras ton histoire. Surtout qu'encore une fois, tu peux faire évoluer les personnages, notamment avec le truc du jardinier là qui évolue au fur et à mesure de l'écriture. Voilà, ça dépend ce que toi, tu as envie de faire. J'ai dit beaucoup pour pas grand-chose, désolé. T'avais un truc à rajouter, mon cœur? Pas spécialement. Je vois qu'il y a une Kyrian qui pose des questions. Mais pourquoi vous posez vos questions dans visuel? Désactivez votre micro et posez les questions. On a toujours fait comme ça et d'un coup, vous voulez changer les règles. C'est pas vrai. Ah non, mais je sais pas, moi. Bah, c'est vrai. Non, mais c'est surtout que, encore, Oriane, je veux bien comprendre parce qu'elle a été mute. Mais toi, Kyrian, bref, pose ta question du coup. Tout à fait. Moi, je voulais juste revenir sur la partie justement où on parle de ce que représente un personnage au sein d'un récit. Et je pense que quand on parle plus précisément, par exemple, de cette dichotomie entre bien connaître son personnage et bien connaître son intrigue, on parle souvent de deux types d'écrivains, ceux qui sont plutôt les plotteurs, ceux qui vont peut-être prévoir énormément de choses à l'avance, mais d'un point de vue du récit, et ceux qui sont plus des penseurs, qui vont plutôt bien connaître leur personnage et avancer autour de leur personnage, comme le fait par exemple George R.R. Martin lui-même. Mais pour revenir du coup sur ma question, dans le récit tel qu'il avait été décomposé, donc la structure des récits par Vogler et avant lui donc le voyage du héros, est-ce qu'au final n'importe quel personnage qui se trouve au sein d'un récit n'est pas juste défini par son évolution à travers les récits? Alors plutôt que évolution, moi je dirais son vécu, mais tu sais son vécu, ce qui se passe dans le livre, le récit quoi en fait. Parce que tu n'es pas obligé obligatoirement de faire évoluer tes personnages. Ça peut, mais encore une fois, il faut que ça fasse du sens dans l'œuvre, dans son ensemble, et aussi avec le personnage. Tu peux jouer avec les codes et faire un truc choquant, genre, par exemple, Anakin, qui au départ, c'est un gamin tout gentil, etc., et puis ça devient l'un des méchants les plus connus de Star Wars, mais c'est pas... Quand tu as vu Star Wars au début, enfin, déjà les deux premiers films, 4 et 5, et puis tu as le 6e où là, il devient gentil. Déjà, dès le premier film, le numéro 4, Dark Vador était impressionnant et c'était pas forcément par son évolution, c'était par la classe, par ce qu'on sous-entendait en disant que c'était son ancien maître, Obi-Wan et tout ça. Enfin, créer un bon personnage, c'est pas, enfin, pour moi en tout cas, pas forcément synonyme qu'il a une évolution systématique. Pour rester sur Dark Vador, il a quand même une évolution à la fin. Justement, le but de Dark Vador, entre guillemets, c'est sa rédemption. Oui, le film 6, mais déjà dès le 4e et 5e film, tu savais pas qu'il allait pouvoir devenir gentil ou quoi, tu savais pas du tout ce qui allait se passer, et il en jetait déjà des caisses. Enfin, rien que la première scène, quand il arrive dans le vaisseau, c'est merveilleux, quoi. C'est un chef-d'œuvre, quoi. Effectivement, tout à fait. Donc après, je suis pas à 100% familier avec ce que tu racontes, avec les références de Vogler, etc. Bon, le parcours du héros, ça oui, mais voilà, Vogler, j'avoue, je connaissais pas. Enfin, le nom me disait quelque chose, mais ça s'arrête là. Mais tu es auteur aussi. J'ai un document, si tu veux. J'ai un document pour toi, ouais, si tu veux, pour Vogler. Pour donner. Vous parlez pas en même temps tous, s'il vous plaît. Ah, désolé. Pour donner juste une explication sur ce qu'a fait Vogler vis-à-vis du voyage du héros, c'est qu'il a mis en parallèle le voyage du héros avec une évolution psychologique du héros lui-même, de comment le héros évolue à travers son récit. Quand tu fais la quête du héros, forcément le personnage évolue, ça c'est intrinsèque. Maintenant, si tu ne fais pas de quête du héros, c'est pas obligé, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue sur la chose. Je sais pas si je réponds à ta question du coup. Yad, t'as quelque chose à rajouter peut-être?
Bah oui, c'est vrai que ça dépend beaucoup de l'histoire que tu racontes en fait. C'est vrai qu'un voyage initiatique, forcément, le héros, faut qu'il évolue, sinon ça devient une raie qui connaît déjà tout de base et qui évolue pas et c'est chiant à regarder. Mais c'est vrai qu'après, ça dépend beaucoup de ce que tu veux raconter. Ça me fait penser un peu au jeu vidéo Undertale, où tu Oh. vois le héros, tu te dis c'est un gamin qui évolue dans un monde où il y a plein de monstres, et donc il va attaquer les monstres parce que c'est un gamin, il faut qu'il se défende. Spoil pas trop non Et, plus. Hein. et voilà, et le truc c'est que tu avances, et puis plus le pire c'est que tu incarnes ce héros, et tu te dis mais qui je suis en fait? Et le perso, tu vas le comprendre, tu vas comprendre qui il est, tu vas comprendre qui sont les monstres qui l'attaquent, et genre le perso évolue. Il y Enfin, a Toby Fox lui-même, le développeur, il avait dit qu'il voulait faire des monstres, des individus à part entière pour faire le contre-pied justement aux autres RPG comme Final Fantasy ou d'autres. Il voulait pas que ce soit juste des individus dénués d'âme, quoi. Il voulait vraiment faire des individus Oui, à part voilà. Et entière. en fait, en fait, tu vois leur personnalité quand ils viennent. Tu te dis, enfin, tu les vois en tant que monstres, puis après, tu apprends à les connaître. Et au final, tu te rends compte que ton personnage, tu le connais pas plus que ça, quoi. Et c'est ça le truc, c'est que suivant ce que tu racontes, en fait, ton personnage, il peut évoluer ou pas. Et tu peux tout connaître de lui dès le départ ou rien connaître sur lui et connaître des choses au fur et à mesure. T'as même des histoires où en fait ton personnage principal c'était le méchant depuis le début et tu sais qu'à la fin quoi. Ouais, t'as plein de twists comme ça où c'était comment ce film-là, Usual Suspect, où en fait bah, t'as le fameux twist de fin que je ne vais pas révéler. Ouais, c'est dur sur le truc parce que tu spoil carrément la fin à chaque fois, mais Ouais, mais c'est vrai que c'est intéressant. c'est super stylé en termes de création de Quand c'est personnages bien et de fait. création d'univers, etc. Et aussi le jeu avec ce que le spectateur ou lecteur pour les livres croit savoir du personnage ou croit savoir de l'intrigue et de les relations avec qui. Tu as aussi Reservoir Dogs dans le genre qui est Yes. pas mal. Enfin, c'est un truc, moi, qui me frustre un peu, c'est le côté quête du héros. La quête du héros, c'est bien, je dis pas, j'ai adoré plein de trucs qui étaient de la quête du héros, mais il y a d'autres choses aussi. T'es pas obligé de faire forcément évoluer tes personnages, tu peux faire une scène épique et puis voilà, ou juste une petite histoire qui se résout et puis la situation s'est résolue, mais il n'y a pas forcément eu systématiquement d'évolution drastique. Voilà quoi, c'est. Bah, c'est un peu comme dans le Sorceleur, genre Gérald, c'est Ah, l'archétype oui. du héros qui arrive avec son vécu et puis il est là pour résoudre des trucs, il tue des monstres et puis il se casse et voilà. Il évolue pas tant que ça au final. Bon, il apprend toujours des choses de temps en temps, mais globalement, il reste à peu près le même. Oui, voilà. Il est même encore plus convaincu de son truc au final. Au final, oui, il est Vous me encore cassez plus. tous les couilles, je rentre chez moi. Le Je suis moindre mieux petit dans la volant de forêt avec business, mes monstres, c'est mieux. mais voilà, ça dépend du type d'histoire. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Ouais, Si non, ça c'est. Ouais, du coup, est-ce qu'il y aurait une autre question du public? Il pique notre travail. Non, mais faut pas, sinon ça m'énerve. Ouais. Donc oui, allez-y les gens. Ah. On mord pas. Corentin, Bonjour. vas-y. Bonjour. Alors, j'aurais une question. C'est un peu personnel parce que c'est comme ça que je fais un petit peu les choses, malheureusement. Est-ce que vous avez peur qu'à force de trop développer son histoire, les personnages en pâtissent? C'est-à-dire créer l'histoire avant les personnages. À force de trop la développer, justement. Moi, je vais commencer. Moi, personnellement, je dirais que non, parce que le truc, c'est que tu dois savoir où tu vas. Enfin, moi, c'est l'un de mes grands motos de life, leitmotiv, tout ce que tu veux. Tu dois savoir où tu vas un minimum. Tu peux toujours te perdre et faire des méandres et des parcours, etc. au cours de ton écriture, mais il y a quand même un minimum d'idées de où tu vas. Pour moi, c'est capital. Il faut vraiment savoir où tu vas. Je le répète, tu sais où tu vas. Tu sais où tu vas? T'as compris? Oui, justement. Bon, d'accord. Voilà. C'est très bien. Oui. Mais tu n'es pas obligé de tout révéler. Du coup, tu as en tant qu'auteur le luxe de décider ce que tu vas proposer au lecteur.
Et tu vas pouvoir aussi, du coup, peut-être réviser des choses. Dire, ah, bah, finalement, je suis parti sur ce truc-là. Donc, ce trait de caractère-là du personnage, ouais, il faudrait que là que je mette une différence ou alors une nuance ou alors oui, je me contredis de ce que j'ai dit il y a 2 semaines dans l'histoire, hein, le personnage qui dit ça, mais c'est parce que voilà, c'est un autre truc. Donc tu as toujours le luxe tu as le contrôle en tant qu'auteur, tu as le contrôle sur ton histoire et c'est toi qui choisis ce que tu vas expliquer et montrer au lecteur. Donc globalement, tu as toujours le contrôle sur les manettes en coulisses en fait. Tu peux toujours changer. D'accord. Donc voilà, et comme j'ai dit, il faut pas toujours non plus tout révéler. Laisser du mystère, pour moi, c'est important. Ok, Voilà. super. Merci beaucoup. Matt, si tu veux compléter. Je voulais juste te demander, Corentin, pourquoi tu penses que trop développer avant d'écrire, ça serait problématique en fait? Parce que justement, j'ai l'impression de faire des histoires à rallonge et qui sont trop, enfin c'est un peu paradoxal, mais à rallonge et qui en même temps sont beaucoup trop développées et j'ai l'impression que mes personnages, pardon, je les mets de côté parce que je les développe pas en fait. C'est vraiment mon histoire que je mets en priorité plutôt que mes personnages. Et qu'au final, tu as l'impression de faire quelque chose de trop complexe et que les personnages sont noyés dans l'histoire? C'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut connaître les personnages. Ouais. Oui, peut-être. Mais t'es pas le seul, hein. T'es pas le seul à avoir ce souci, Corentin. Ouais, il faut que les persos aient un rôle à jouer dans le truc, quoi. C'est vrai que pour le coup, si t'as des persos que tu vas créer et au final, tu ne sauras pas où les mettre dans une histoire parce qu'ils n'ont pas leur place. Et c'est vrai que pour arriver à trouver une place à tout le monde, c'est pas plus mal de réfléchir avant, savoir ce que tu vas faire, quoi. Et puis, il faut aussi à un moment accepter que tu pourras peut-être pas tout caser dans un livre ou dans une saga ou quoi, ou qu'est-ce. Il y a beaucoup d'auteurs qui disent ouais, mais ça fait 5 ans que je bosse le bouquin. Au bout d'un moment, faut le sortir ton machin. Hein. C'est le bébé, il peut pas grandir éternellement dans le ventre. Il faut pas. Attends, je reformule ce mot. C'est pas qu'il faut pas. Ça c'est nul de dire ça. Il faut être vigilant à un moment donné, accepter de dire, OK, bah là, j'ai fait une histoire, il est temps qu'elle sorte, et puis tu passes à autre chose et tu fais la suite, tu vois. Et à partir de là, bah, tu peux éventuellement retravailler des détails qui auraient eu une incidence sur la suite. Et tu vois ce que je veux dire? C'est à un moment, tu coupes, tu dis, OK, cette section-là, elle est faite, maintenant on fait le reste. Fais étape par étape. D'accord. Au lieu de faire peut-être un truc qui pour toi va peut-être te dépasser et te dire ouais mais non je pourrais pas, je suis trop paumé, je sais pas trop où je vais, etc. Bah divise ton histoire en 2 par exemple. Fais 2 bouquins. C'est pas toujours le plus sympa, je le sais. Voilà, mais des fois t'es obligé et des fois à l'inverse. Enfin moi c'est ce que j'ai eu pour le tome 3 de ma saga, c'est je pouvais pas couper le bouquin en 2 et il était un peu gros parce que j'avais pas de bonne fin à ce livre avec tout ce que j'étais en train de raconter. Et je tiens aussi à finir mes tomes avec une scène assez sympa, assez stylée ou badass ou ce que tu veux. Et vu que j'abordais plein de choses dans ce tome-là, il y avait plein de petites histoires, plein de personnages, etc., qui étaient développés, des nouvelles histoires, des nouvelles intrigues qui connectaient avec d'autres trucs, etc. Je pouvais pas le couper. Il fallait que je livre ce produit-là, entre guillemets, enfin, c'est pas le meilleur mot produit, mais on se comprend, parce que sinon, ça allait trop frustrer les lecteurs. Ils allaient dire, ouais, mais t'es gentil, mais tu introduis des nouveaux trucs et puis tu racontes pas et c'est un côté frustrant pour le lecteur, quoi. Les cliffhangers, c'est bien, mais faut pas en abuser et il faut quand même pas maîtriser, mais faire que ça serve l'histoire dans son ensemble. Quand tu regardes la fin d'un épisode d'une série ou que tu regardes la fin d'un film, genre une trilogie, genre Le Seigneur des Anneaux, chaque fin de film est méga stylée, quoi. La fin du premier où t'as Frodon qui est devant, enfin qui voit la montagne du Mordor avec les ombres ailées qui volent, enfin c'est épique, quoi. Imagine s'ils avaient cut ailleurs, quoi.
Ouais. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé avec le Hobbit. Tu vois Oui, qu'il y tout a à eu un fait. mishmash. Bon, c'est pas ça. Chaque fin de film est plutôt stylée aussi, mais bon, c'est pas pareil. C'est comme Oui. les chasseurs. Il y a les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Mais voilà, c'est 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 moche à dire, hein, mais vraiment, faut y aller au feeling, faut y aller au cœur, faut y aller à comment toi tu sens les choses. Mais pour le thème de notre conférence ici, et désolé Chiki et Mathieu, je parle beaucoup, je vous avais prévenu. Non, t'inquiète. Connaissez votre histoire avant de l'écrire, ou en tout cas, essayez de quand même savoir ce qui se passe derrière. De pas juste dire j'ai écrit ça et c'est tout ce qu'il y a à connaître sur le personnage. Et essayez quand même qu'il y ait du sous-texte ou qu'il y ait des choses que vous pouvez encore expliquer, quoi. Un personnage est toujours plus que ce que l'auteur veut bien le montrer. Est-ce que ça répond à ta question, Corentin? Ah oui, oui, tout à fait. Tu voulais moins que Lia, tu voulais rajouter quelque chose? C'est bon. C'est bon. Ok. On va passer à une dernière question, parce que c'est vrai que tu parles beaucoup, Evra, du coup on a pris beaucoup de temps. On va prendre une dernière question. Si quelqu'un veut se dévouer. Qui veut m'entendre encore parler? On va entendre les monologues du père Christopher. Personne? J'ai l'impression. Allez, Oriane, je suis sûr que tu as une question. Vous avez déjà fait beaucoup le tour du sujet, je sais pas. Hein. Ça fait un petit moment, hein, on a tourné sur un DAX. Bon, ben, si personne n'a de questions, on va... 3, 2, 1... Tiens, tu peux parler des secondaires, ça va te faire parler, ça. Ah bah, allez, vous avez parlé des secondaires, vous avez parlé des principaux et des antagonistes. On n'a pas abordé les secondaires. Mathieu, comment on fait un bon personnage secondaire? Oula. J'ai dit que ça allait vous faire parler, ça. Ah non, mais on a dit une question. Un débat, là. les gens. Qu'est-ce que c'est un bon perso secondaire? Faut-il les bosser ou faut-il les faire pion? Bah écoute, un beau perso secondaire, eh ben, il aide le personnage principal, et puis voilà, c'est bien. Il y a un mauvais personnage secondaire, il aide le personnage principal, mais c'est pas pareil. C'est un mauvais. Si c'est un mauvais perso secondaire, on se croirait dans Les Inconnus. Mais j'ai surtout l'impression que les conseils que vous donnez concernant les personnages, ça s'applique pas seulement aux personnages principaux, mais aux personnages secondaires, en fait. Non, juste c'est tous les personnages, oui. Ouais, même si on a moins de temps pour développer les personnages secondaires. Ben, ça, en fait, moi, personnellement, bon, c'est peut-être un léger spoiler pour certains. Je sais qu'Elena, Elena, tu es une lectrice, donc je vais pas trop spoiler. Merci d'être venue d'ailleurs. Il n'y a pas tellement de personnages principaux, en fait, dans ma saga. Il y a l'illusion qu'il y a ça. Ouais. Il y a l'illusion qu'il y a un personnage principal, et c'est vrai que c'est un personnage récurrent. Très très récurrent, et l'histoire tourne un peu autour de lui, mais ça fait pas de lui un personnage principal. Je passe énormément de temps sur les autres personnages parce que pour moi personnellement, et pour cette histoire-là, parce qu'encore une fois, c'est chaque cas, chaque histoire, chaque livre est unique. Je peux pas juste raconter son histoire à lui, ça n'a pas de sens, ça marche pas. S'il n'y a pas tout le monde autour de lui et qu'il est aussi vivant qu'il ne l'est, et qu'il y a tous ces peuples et toutes ces intrigues et tous ces objets, les complots et tout ça, ça marche pas. Quand tu prends un bon exemple, c'est My Hero Academia, qui est le prochain Dragon Ball, Naruto, etc. C'est le shonen en vogue. Ok, le personnage principal, on est d'accord, c'est des coups et tout ça, mais au final, t'as énormément d'autres persos, quoi. Je veux dire, les super-héros déjà adultes, les autres gamins, les autres écoles, les méchants, enfin, tu suis l'histoire de plein de trucs au final. Et des fois, tu dis, mais en fait, l'histoire de My Hero Academia, c'est pas forcément des coups, le petit gamin, c'est l'histoire du All for One et du One for All, en fait. Enfin, t'as toute cette espèce de mélange de thématiques et d'intrigues et de messages passés qui font au final que personnage principal, personnage secondaire, voilà, ça reste un classique et ça reste un code qui marche et qu'il faut appliquer, mais tu peux quand même jouer avec. Donc moi j'ai envie de dire, personnage principal ou personnage secondaire, on s'en fout, développez-les.
D'accord. Oui, il faut les développer. Moi, je dirais qu'il y a deux types d'histoires, en fait. Tu as ceux qui ont vraiment une histoire comme ça où on sent pas vraiment qu'il y a un personnage principal plus qu'un autre. Genre, tu sens qu'il y a un héros, mais tous les personnages secondaires ont leur propre vie à côté et comment dire, des opinions, des choses différentes du héros. Et tu as quand même certaines histoires comme ça où tous les persos secondaires, tu sens qu'il y a un héros. Genre, tu prends par exemple FF7 ou FF7, ça marche pas mal. C'est genre le héros, c'est Clad, et les personnages dans ton équipe, c'est la copine d'enfance de Clad, la nouvelle petite copine de Clad. Ils sont tous reliés en fait de près ou de loin, soit au héros, soit à la Shinra, parce que Clad faisait partie de la Shinra aussi. Et du coup, tous les persos secondaires racontent une histoire qui vont développer le personnage principal. Genre, ils s'écartent pas tant que ça en fait de l'histoire du perso principal, quoi. Hmm. Et c'est un peu pareil dans Sorceleur aussi, où en fait, tu as Gérald de Rive et tout est lié à sa famille un peu recomposée entre Yennefer, entre tous les gens toutes ces conquêtes amoureuses, son pote Jasquier. Au final, c'est des persos secondaires qui sont bien développés, mais qui ont tous un rapport de près ou de loin avec le héros. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils font partie de l'histoire. C'est que tu sens que l'histoire est centrée autour du héros. C'est un peu. Enfin, moi, j'aurais fait le parallèle même entre. Qui m'avait fait dire que. Enfin, ce qui m'avait fait penser que The Witcher et Game of Thrones sont un peu liés, mais qui ont. Comment dire, qui ont une façon complètement différente de voir le truc. C'est que dans Game of Thrones, tu vois le destin de plein de personnages qui s'entrecroisent et qui ont des motivations propres dans leur coin, et tu vois vraiment un point de vue global de tout ça. Et dans The Witcher, tu as aussi un univers qui est extrêmement politisé, avec plein de factions qui s'entrecroisent et qui font leur truc dans leur coin, mais tu vois le point de vue de Geralt, genre le mec qui est dans son coin, qui est un mercenaire, mais qui de temps en temps va aider un roi ou une sorcière. Et c'est vrai qu'en plus dans Game of Thrones, dans les livres, c'est pas, enfin, le narrateur en fait, c'est la troisième personne, mais tu vois chaque point de vue et chaque chapitre, c'est en fait un personnage. C'est du point de vue de ce que lui a vécu, ce que lui vit, etc. Donc tu as le vécu de Ned Stark, tu as le vécu de Tyrion Lannister, voilà. C'est ça les chapitres en fait. Ouais, Et sur ce, je crois qu'il faut partir parce que Taiki c'est long. Non, mais j'ai rien dit. Hein. Ok. J'ai rien dit. Voilà, pour le coup. Non, pas vous avez dit ce que vous avez à dire ou. Je terminerai en disant Camoulox. D'accord. Bon. Bah écoutez, j'ai pas l'impression qu'il y a plus de. Je ne pensais pas qu'il y avait d'autres questions à part celle qui a été posée par Oriane. Excusez-moi. Ah, putain, Oui. ouais. Objection. Ouais. Vite fait parce que la conférence va bientôt arriver à son terme. Vas-y, pose ta question. Excuse-moi. Est-ce que l'utilisation des clichés dans l'écriture d'un personnage est forcément une mauvaise chose en fait? Non, c'est vrai qu'il faut éviter, mais si tu joues bien avec, ça peut être une force. Et un bon exemple, c'est ah putain, j'ai oublié le nom du manga là, avec le samouraï aux cheveux blancs là, Gintama. Gintama, il fait que ça en fait. C'est une parodie de shonen en fait. C'est même une parodie d'une parodie de shonen. Enfin, c'est assez profond. J'ai pas tout regardé parce que ça devenait complexe et t'avais genre 2000 épisodes, donc à la fin, je suis pas prêt pour me lancer dans un truc pareil. Il joue. Oui. Il y avait aussi un animé qui s'appelait Medaka Box. Ah, c'est même un shonen. Et en fait, là, pareil, c'est une parodie de Merisu, le personnage principal. Et t'avais aussi, et ça fera plaisir à Oru s'il nous entend, c'est les sagas MP3. Les sagas MP3, à l'époque, elles jouaient énormément sur les clichés. Enfin, t'as même Noob qui fait un crowdfunding qui explose en ce moment. Enfin, tu peux jouer avec les clichés. Maintenant, le problème du mauvais cliché, on va dire ça comme ça, c'est quand tu le fais entre guillemets sans t'en rendre compte. C'est un peu comme les nanars, tu vois. Les nanars, tu peux avoir un nanar qui est conscient de ce qu'il fait et qui reste cool à regarder, tu vois. C'est très subtil. C'est très subtil. Dans ce cas, c'est une parodie. Non, parce que tu as des nanars, genre
Sharktopus contre Giant machin. Enfin, c'est. Enfin, pour moi, vraiment, enfin, le truc, c'est qu'un nanar, c'est vraiment le mec qui se prend au sérieux et qui se rend pas compte qu'il réunit tous les Oui, clichés du monde. c'est vrai que ça, c'est les bons vrais nanars à l'ancienne. Ouais. Mais Oui, le maintenant, problème de ces genres de films avec des requins en 3D très mal faits, c'est que la plupart du temps, ce sont des studios de production qui font ça volontairement pour raquer du public avec un film à bas budget, quoi. C'est du gros cynisme, oui. Exactement. oui, mais ça n'empêche que ces films-là ont popularisé un genre à part entière, tu vois. Ouais. C'est-à-dire les films de monstres, les films, enfin, je sais pas, les Ouais. tomates tueuses et tout Ouais. ça, enfin, c'est devenu du classique, tout ça, quoi. Du coup, jouer avec les clichés, mais en assumant. Si tu joues, si tu fais, Faut les connaître. ouais, bah après, faut avoir conscience de ce que tu fais, mais oui, tu peux jouer avec les clichés. D'accord. C'est juste c'est un art subtil et un peu C'est complexe. intéressant de prendre les clichés et de soit les détourner, soit les accentuer à fond pour qu'on se rende bien compte que t'en fais des caisses exprès, quoi. Ouais, mais après, ça devient pas lourd. Ça dépend, Ça dépend. comment tu fais. Voilà, c'est ce que je suis en train de me dire. Parce que... Mais ça peut être très dangereux. Ben, My Hero c'est ça. Academia, excuse-moi, Chiki, My Hero Academia, par exemple, ils ont pris le cliché du super-héros et ils l'ont fait, mais super bien, quoi. Ça passe tout seul, quoi. Et t'as pareil avec Saitama, One Punch Man, c'est aussi le cliché des super-héros, tu vois. Et ça marche super, quoi. Voilà, là aussi, c'est un cliché du Garisu parce qu'en fait, le mec est tellement puissant qu'il se fait chier dans la vie. Ben, en fait, One Punch Après, Man, personne peut le gérer. One Punch Man, c'est un peu comme Ken le Survivant, mais modernisé, quoi. Ken le Survivant, c'est aussi ça, c'est un coup, t'es mort, quoi. C'est ça. Enfin, c'est plus compliqué que ça, mais c'est vrai que dans les premiers épisodes, ça paraît beaucoup. C'est le concept assumé de l'auteur. Hein. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais il avait dit moi, c'était mon concept, c'est tout. Il y avait une blague qui circulait d'ailleurs à l'époque qui disait la différence entre Dragon Ball Z et Ken le Survivant. Ken le Survivant, en un épisode, il bute 50 mètres. Dragon Ball Z, il faut 50 épisodes pour buter un mec. Moi, c'est pas tout à fait faux. Mais c'est vrai que c'est encore pareil, quoi. C'est maîtrise ton sujet, maîtrise ton œuvre, essaye de savoir où tu vas, essaye de bien penser ton univers. Enfin, c'est un peu toujours le même truc, quoi. C'est tire-toi les doigts du cul et fais un bon boulot, mec. Mais voilà, pour les clichés en particulier, tu peux jouer avec, oui, tu peux. C'est même intéressant des fois quand tu fais une œuvre voilà, un peu sérieuse, un peu machin, et puis tout d'un coup, tu as un truc cliché. Et tu fais que ce personnage-là, c'est un peu genre le running gag, ou alors tu l'inclus dans l'histoire, mais en étant conscient que c'est un cliché, et que même les personnages peuvent faire des blagues qui brisent le 4e mur, genre, t'as un cliché sur pattes, mec, ouais, je sais. Enfin, tu vois, tu peux faire des trucs avec, quoi. Mais après, faut quand même les éviter quand c'est possible. D'accord. Quelque chose à rajouter par rapport à ça, Ya ? Je dirais qu'il faut essayer de connaître l'attente un peu ce qu'on attend de ce que attend du public, quoi. Genre, quand tu prends conscience de ce que les gens s'attendent à voir ou à ne pas voir dans une œuvre, tu peux te dire, bah tiens, là, je vais prendre le parti de faire un truc que tout le monde va sentir arriver à 2 km, ou alors te dire, bah, je vais faire un truc, les gens vont croire que ça va se passer comme ça, puis bien, je vais faire tout l'inverse, quoi. D'accord. J'ai envoyé un visuel sympa que je connais depuis assez longtemps et qui est toujours aussi marrant. C'est le cliché de la carte de fantasy classique. D'accord. Voilà. Ça s'appelle Clichéa. Ok. C'est pas mal. Avec un montage comme Ikea ou... Non, bah, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Bah, vous avez répondu à cette question, c'est bon? Il n'y a pas d'autres trucs à rajouter? Non, on veut rester. Non, la conférence, on doit mettre un terme à la conférence. C'est moi le maître ici, d'accord? Voilà. Alors, on va pas comme ça me casser les couilles. Bah, du coup, tu peux jouer avec si tu veux. Hein, c'est la fin de... C'est la première fois qu'on m'entend manquer de respect durant une conférence. Du coup, c'est la fin de cette conférence. Merci à tous d'y avoir assisté. Merci à vous, donc Christopher, Ya et Shiki, de vous être prêtés au jeu. Bah, merci à toi.
Merci à toi d'avoir fait un si bon boulot et une si belle conférence. Je sais que tu détestes quand on te félicite, donc j'insiste encore sur le... Je vous déteste tous. Voilà. Franchement, c'était super sympa pour une première pour nous deux. Bon, voilà. Bon, certes, on n'a pas beaucoup parlé, mais voilà. Pour la petite blague... Non, par contre, j'essaie de distribuer le temps de parole. Après, si vous avez... Non, Non, c'est que nous, Oui. c'est seulement que nous deux, on n'est pas déjà. non, ça allait. Bah, moi, je... Ça contraste bien avec moi qui arrête pas de causer. voilà, c'est ça. Apprends à abréger les pauvres. Bah, une Bon, conférence, allez, c'est pas un blague débat à part. non plus. C'est ça, voilà, c'était cool. Et féliciter Taiki parce qu'il déteste ça. Oui. Il va me baffer, il va dire je veux plus la prochaine, je veux pas le voir. Allez, au revoir les gens. T'es un habitué des conférences, mais ça va pas tarder. Ouais. En Bon, tout cas, merci à tous. Au revoir. merci à tous. Et, Prenez soin bon, de voilà. vous, merci. Pour tous les autres, vu que c'est la dernière conférence, bah, je vous souhaite une bonne fin d'édition. Et on se revoit à la prochaine. Merci à tous. Prenez soin de vous. Au revoir, Bisous. bye.